Très bien, je vous propose qu'on démarre. C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous dans ce dernier chapitre de la série sur les méthodologies et les bonnes pratiques pour un projet avec Bonita d'automatisation. Avant de commencer, plusieurs choses que je voulais vous rappeler. Donc, je l'ai dit juste avant, mais déjà là, si vous manquez une partie de la conférence aujourd'hui, tout est sur YouTube dans la playlist bonnes pratiques et méthodologie et ce webinaire apparaîtra d'ici 2 jours à peu près, on va dire lundi. Voilà. Et l'autre point aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panel de GoToWebinar, dans la partie questions. Si je peux y répondre pendant la présentation pour amener un peu d'interactivité, je le ferai. Et sinon, bien entendu, on gardera du temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir échanger sur le sujet. Très bien. Alors, aujourd'hui, on en est où? Eh bien, en fait, on a terminé plus ou moins son implémentation. Dans le webinaire précédent, on avait vu toute la partie configuration de la prod et finalisation de l'application pour la mettre en production. Donc ça y est, c'est fait. On est en production. Et aujourd'hui, on va voir ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, et tous nos conseils pour en maximiser les bénéfices sur le long terme et se mettre dans un cycle d'amélioration continue. Alors, comme on est dans un cycle d'amélioration continue, avec ce webinaire, on boucle la boucle de notre série comme la première itération de notre projet. On ne s'arrête pas juste au déploiement, on va jusqu'à la fin de la boucle qui va permettre de faire une deuxième itération. Tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est bien sûr basé sur ce qu'on a fait côté produit et comment on a pensé le produit, mais surtout sur l'expérience, la mienne, d'avant, celle de nos consultants, mais aussi de nombreux commentaires et retours que nous ont fait nos clients et nos partenaires, qu'ils ont partagés gentiment avec nous et qui nous aident aussi, de notre côté à avancer et à aider d'autres utilisateurs. Alors avant de revenir, rapidement sur le cycle de vie du projet et voir où on en est, j'aimerais bien savoir un petit peu, qui est là, à qui je m'adresse, quel est l'auditoire pour pouvoir éventuellement adapter. Donc du coup, je vous propose 3 petites questions, auxquelles vous allez pouvoir répondre en direct. Hem, c'est des questions sur qui vous êtes, plus ou moins votre expérience avec Bonita et savoir aussi si vous avez déjà suivi des webinaires de la série, parce que je vais y faire référence dans certains transparents. C'est parti. Premier sondage. Est-ce que vous êtes plutôt technique ou plutôt métier? J'espère que tout le monde peut voter. La dernière fois, j'avais eu un petit souci avec ça. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à voter. Je laisse une petite, quelques secondes encore. OK. En gros, on a et du coup, on va voir ça ensemble. Je pense que vous devez le voir du coup. On a à peu près, 2/3 de personnes ici qui sont, plus ou moins, techniques et quand même un bon tiers côté métier. Donc c'est intéressant parce qu'on va aborder les 2 aspects. Donc je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Denis, je sais, j'ai déjà eu ce problème. Donc bon, ces 3 petites questions sont assez simples. Donc au pire, vous me les mettez dans les questions, voilà. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi il y a ce problème, mais j'espère qu'on arrivera à y remédier pour les prochains. Ensuite, quelle est votre expérience avec Bonita? Est-ce que vous êtes des personnes qui ont déjà utilisé Bonita? Est-ce que vous utilisez Bonita régulièrement? Est-ce que vous ne l'avez jamais utilisé? Vous découvrez aussi comment ça s'intègre dans un projet d'automatisation? OK, merci. Je laisse encore quelques secondes.
Ok, encore 3 secondes et je vais fermer le sondage pour qu'on voit tout ça. Hop. Voilà, donc c'est intéressant parce que du coup, on voit qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont plus ou moins novices ou qui débutent, mais qui connaissent pas. Donc, l'intérêt de cette série de projets de webinaires, c'est aussi, justement, si vous n'avez pas encore bien connaissance, ni du BPM, ni de Bonita et vous cherchez un peu des solutions, on couvre vraiment un peu tout et aujourd'hui, on va couvrir toute la partie après la prod. Donc, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Et le dernier petit sondage, c'est est-ce que vous avez déjà vu un autre webinaire de cette série? Pour rappel, il y en a 5, du tout début jusqu'à la toute fin du cycle de projet. Donc voilà, c'est pour savoir un petit peu qui l'a déjà vu, qui a déjà participé, qui en a déjà regardé, pour me permettre éventuellement de faire des petits rappels si vous ne connaissez pas bien l'enchaînement des étapes. J'attends encore quelques secondes. Voilà. Ok. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà voté, donc je vais... Ok. Très bien, je ferme le sondage et on va regarder ça. Donc, la plupart d'entre vous ont quand même déjà participé à plusieurs webinaires de la série. Et on a quand même un tiers de personnes qui n'ont pas vu les autres webinaires. Donc, je vous encourage pour ce tiers-là à aller voir les autres webinaires sur YouTube parce qu'ils pourront vous apporter toute la perspective du projet. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur le dernier et je vais faire un rappel par rapport au début. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Allons-y. Alors justement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc, je suis repartie du cycle de vie d'un projet que la plupart d'entre vous doivent connaître, j'imagine, si vous êtes dans le domaine depuis quelques années. Avec 5 phases principales qu'on a découpées. Une partie Discovery Design qu'on appelle, donc ça va être vraiment toute cette partie où on va définir la stratégie, quelle est la valeur attendue, quelles sont les attentes en termes de succès, quelles sont les personnes qui vont être impliquées, et là où on va avoir vraiment un travail entre le métier et la technique en amont pour voir comment avancer et ce qu'on pourrait faire au niveau optimisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va automatiser ou pas. L'objectif, bien entendu, dans ces projets, et avec Bonita ou d'autres outils du même type, c'est pas seulement d'automatiser point par point les choses, c'est de les optimiser. Le but, c'est d'amener de la valeur et de garder la valeur humaine là où elle est la plus importante et d'essayer d'optimiser en automatisant tout le reste. C'est ce qu'on voit dans la première phase. Dans la deuxième, on voit vraiment toute la partie implémentation. Et ça fait l'objet de plus ou moins 3 webinaires parce que du coup, on a fait la méthode de projet qu'on propose, qui est itérative, sur laquelle on essaie de vraiment définir un processus ni trop complexe ni pas assez, ce qu'on appelle le happy path, et essayer dans cette première itération d'avoir quelque chose d'assez linéaire pour ensuite faire des itérations et rajouter. Ensuite, on a vu toutes les étapes de construction de cette application. La troisième, c'est le déploiement en production et qu'est-ce qu'on doit faire attention dans la configuration et dans la réflexion sur comment j'installe mes serveurs et mon environnement de production pour supporter en fait mon application dès le départ. Et alors aujourd'hui, on est en production. Donc du coup, on va voir aujourd'hui les 2 dernières phases de ce projet que sont le monitoring, puisque ça y est, on y est. Donc il va falloir quand même vérifier que ce qu'on a fait correspond bien aux attentes qu'on avait exprimées dans le premier webinaire et optimiser.
On est vraiment dans un cycle d'amélioration continue et clairement, l'automatisation et le BPM s'inscrit dans ce cycle d'amélioration continue. Donc du coup, il y a plusieurs options. On a fait notre premier cycle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter un processus à notre application. On peut améliorer ce qu'on a déjà fait. On peut le complexifier, ajouter des conditions, ajouter des acteurs, l'agrandir parce que finalement on a fait un pilote et on veut l'étendre. On peut aussi vouloir industrialiser les choses ou voire même carrément déployer ce processus dans d'autres entités. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est découvrir comment on peut faire ça de manière efficace. Alors, comme introduction, je vais vous parler aujourd'hui de deux dimensions. Quand on monitore ce qu'on a fait et qu'on l'optimise, de notre point de vue, il y a vraiment deux dimensions à prendre en compte et elles ont toutes les deux leur importance. La partie métier. On a créé de la valeur et on a vraiment essayé d'amener de l'efficacité, de la traçabilité, de la qualité quand on crée ce genre d'application. On est vraiment dans l'amélioration du métier, l'amélioration du quotidien, l'optimisation d'un process d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser ces processus et les optimiser. On va aussi vouloir s'adapter aux évolutions du métier. On sait très bien qu'aujourd'hui, le métier évolue très vite, les choses évoluent rapidement. Regardez, même en ce moment, avec le Covid, on s'est retrouvé à travailler tous chez soi, à devoir s'appuyer encore plus sur tout ce qui est automatisé, tout ce qui est informatisé, tout ce qui est à distance. Ça a des impacts et il faut être capable de s'adapter. Donc, on va vouloir que notre processus soit flexible aussi. Et l'autre côté qu'il faut absolument prendre en compte, parce que du coup, c'est lui qui va être un peu le support, le soutien de notre métier, c'est la technique avec la plateforme. Et on va du coup vérifier son état et la faire évoluer. Alors, commençons par la partie métier. Ça parle à tout le monde. On a mis nos processus en place. Ça veut dire que notre façon de travailler a été structurée par ces processus. Donc, on va analyser l'évolution, le changement, et on va voir s'il y a des facteurs d'optimisation de ces changements. Pour ça, on va s'appuyer sur les données. C'est logique. Quand on est sur un processus, on génère des données, qu'elles soient des données du processus, comme on voit ici, ou des données métiers. Et on a besoin de ces deux types de données pour pouvoir identifier les goulots d'étranglement, les problèmes éventuels et pouvoir améliorer les choses. Alors, les données des processus. On sait très bien qu'un processus, c'est une séquence logique d'événements. On sait qu'avec l'ACM, on va pouvoir amener de non structuré, l'ACM, pardon, l'Adaptive Case Management. Désolée, j'ai utilisé un acronyme. On va pouvoir amener du non structuré, mais on a quand même une traçabilité sur un événement qui a été fait dans le processus. Même s'il arrive n'importe quand, il est là. Alors, avec nos données, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a fait, qui l'a fait, quand, combien de temps ça a pris, est-ce que c'était en accord avec ce qu'on voulait qu'on fasse et est-ce que c'était en accord avec nos objectifs. Par exemple, est-ce que c'était en accord avec des objectifs de délai? Donc, on va comparer les réalisations et les objectifs. Côté métier, on a aussi beaucoup de données. Ces données, souvent, elles sont récupérées dans les formulaires. Par exemple, toutes les informations liées à de la facturation, toutes les informations liées à un client, toutes les informations qu'on met souvent dans des CRM, par exemple, quand on est sur un chantier, toutes les informations liées à l'avancement des travaux, les ressources utilisées, les stocks, voilà. Tout ça, c'est des données métiers. Ces données sont contenues, elles, dans les formulaires, pas directement dans le processus. Elles sont dans les bases de données métiers. Mais ces données, on va aussi les utiliser pour vérifier est-ce que, par exemple, par rapport à ce que j'avais prévu sur mon projet de gagner comme temps, comme
comme quantité de, je sais pas, de ciment utilisé sur un chantier, est-ce que j'ai bien obtenu mes objectifs? Est-ce que au niveau des vacances, j'ai la bonne traçabilité pour savoir qui est en congé quand, etc., etc. On a beaucoup de choses. Est-ce que au niveau des réglementations, je respecte bien les nouvelles règles liées à des nouvelles lois gouvernementales, des nouvelles assiettes au niveau financier, etc. On va donc utiliser ces deux dimensions. Comment on va le faire? Eh bien, on a deux manières de le faire. On a une dimension temps réel de l'utilisation de ces données. Comment temps réel? Eh bien, en fait, on va faire des statistiques en temps quasi réel. Et on va essayer d'en faire des mesures proactives. Alors pour ça, on a le process mining, par exemple, qui va permettre côté process de vraiment faire des algorithmes pour pouvoir proactivement vérifier des tendances et s'assurer qu'on va arriver au résultat attendu. On a aussi la possibilité de suivre ce qui se passe au niveau analytics avec des graphiques qu'on va pouvoir construire même directement dans Bonita afin de pouvoir suivre l'évolution du processus en quasi temps réel et en mettant du coup des alertes si par exemple on n'atteint pas les objectifs. On a aussi du coup comme objectif en faisant du temps réel de pouvoir au plus tôt prendre des actions. C'est tout ce qu'on voit dans le côté vraiment intelligent continuous improvement que nous on propose avec notre partie d'analyse de processus intelligente qui va permettre grâce à ces algorithmes intelligents et notamment à la data science, on va en parler juste après. Vous m'entendez? Du coup de pouvoir analyser, avoir des patterns communs de base pour pouvoir ensuite prédire. On va se baser là-dessus, on n'invente rien. On va se baser sur les archives. C'est tout l'intérêt d'avoir les archives du processus. Cette donnée archivée de processus ou métier, elle va nous servir pour faire la prédiction et avoir une capacité de suivi en temps réel de la donnée en cours. Alors, on parle d'historique. Alors là, moi, je me rapprocherais plus de la BI, par exemple. C'est que post-mortem, on va du coup avoir... Ok, merci pour le son. On va avoir du coup la possibilité de faire des rapports. Ces rapports sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de comparer ce qu'on a fait avec les valeurs de succès et les KPI qu'on avait mis au tout début du projet, dans notre stratégie. N'oublions pas qu'au début du projet, quand on a défini notre stratégie, avec le métier, on s'est donné des objectifs. Et ces objectifs, il faut qu'ils soient mesurés. Pourquoi? Parce que derrière, sinon, on ne peut pas rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Et vous qui créez des projets BPM, vous n'avez aucun moyen de montrer à votre direction qu'ils sont efficaces. On a donc la data science, on en a parlé, les rapports qui vont vous permettre de comparer et de faire un post-mortem sur ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors, pour vous montrer quelques exemples avec Bonita, celui-ci est un dashboard qu'on va dire temps réel parce que du coup, comme vous pouvez le voir ici, il va vous donner un état d'avancement et de progrès de vos tâches. Donc, il est vraiment basé sur les données du processus. Alors, par le biais de widget de l'UI Designer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu mettre en place un système de couleurs qui va permettre d'alerter en cas de risque. Donc, on a ici toutes les informations liées au processus. Et au-dessus, on va pouvoir y mettre soit des informations liées au processus, soit carrément des informations liées au business data model pour obtenir des informations sur le client lié à la tâche en cours. Ensuite, un autre dashboard, temps réel lui aussi, puisque du coup, il va nous permettre de suivre la performance qui est plus basée sur des données métiers. Là, on est sur une usine en fait qui suit des demandes de problèmes sur des machines
Et du coup, en fait, chaque employé est dédié à une machine. Et donc, on voit un peu l'état de la machine, on voit où est-ce qu'elle en est au niveau performance, au niveau disponibilité et qualité. Et ça va nous permettre, en fonction de critères de qualité qu'on a demandé, de critères de succès, de vérifier qu'on est en phase avec ce qui est fait. Et ça, on peut le voir pendant que les instances sont en cours. Alors après, on parle de données historiques. Ici, on est sur le module BC qui donne un rapport basé sur les données du processus, à savoir est-ce que les processus sont arrivés à l'heure ou en retard. Ce qui est lié justement ben, euh, j'allais dire aux dates prévisionnelles de fin et aux dates effectives de fin au moment où ça a été archivé. On peut tout à fait connecter Bonita, les rapports, les données à de la BI également, et du coup intégrer un outil BPM avec un outil de BI. Et justement, c'est un petit peu ça en fait l'idée. Comme on va pouvoir connecter du BPM avec d'autres modules d'automatisation comme la robotisation, eh ben, on peut aussi combiner tout de manière efficace des outils de suivi des données pour pouvoir appuyer l'amélioration continue des processus en donnant des mesures, en donnant des points d'achoppement, par exemple, des bottlenecks, des goulots d'étranglement, et aider à la prise d'action. Cette prise d'action, elle peut être de deux facteurs. Ça peut être une prise d'action sur le processus, enfin, sur l'activité elle-même. Admettons, par exemple, on se rend compte en faisant les statistiques que du coup, et en analysant les rapports a posteriori, que quelqu'un, en fait, a une surcharge de travail en permanence. Ça va permettre de réaffecter le travail, de l'équilibrer et du coup de faciliter le travail de la personne qui est tout le temps surchargée. Mais l'avantage d'avoir ces analyses, c'est qu'on le voit, on ne fait pas que le supposer. Ensuite, on peut agir sur le processus lui-même. C'est-à-dire que on a une vision sur les étapes du processus, sur le comportement du processus, sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, le goulot d'étranglement. Donc, du coup, on va pouvoir éventuellement mettre à jour une nouvelle version du processus, donc faire une itération 2, en modifiant certaines tâches pour justement optimiser une nouvelle fois le processus. Donc, cette phase d'analyse des données, elle est très importante. Mais elle ne va pas toute seule, parce que c'est bien joli les données, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de mesuré, mais dans un processus et dans un travail, une organisation, il n'y a pas que les données. Il y a aussi l'humain, et l'humain est très important. Et donc, du coup, on va avoir un aspect organisationnel, un aspect écoute des retours des utilisateurs qui est primordial. Et je vous encourage à le faire. Dans votre façon de travailler, que ce soit en conception, comme on l'avait vu dans les premiers webinars, ou maintenant, parler avec les gens. C'est le meilleur moyen d'avancer. C'est-à-dire que les données vont confirmer ce que vont vous dire les gens, mais la réaction des gens, leur motivation, leur bien-être, leur efficacité, leur productivité, la satisfaction qu'ils ont à finir quelque chose parce que le processus est bien fait, ça n'a pas de prix. Si votre processus est mal fait, que ça génère des frustrations humaines, vous aurez beau avoir toutes les données que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, si on veut aller vraiment plus loin, on peut aussi faire ce qu'on appelle un centre d'excellence BPM. À quoi ça sert? Ça sert à faire un peu d'optimisation à grande échelle et essayer de servir dans une organisation de façon centralisée tout ce qui va être lié au processus. On a du coup, au niveau des fonctions principales, la gestion des processus métiers, donc gestion, optimisation de ces processus, aide à l'optimisation des ressources de l'organisation, consolidation et partage des connaissances, ça c'est très important, des connaissances et du coup des méthodes aussi, et gouvernance des processus d'entreprise. Ceux qui font de l'architecture d'entreprise, je pense, connaissent bien ce genre de concept.
Quel est l'intérêt du centre d'excellence qui, lui, va amener une industrialisation au niveau processus métier? Eh bien, on va avoir une meilleure intégration de bout en bout. Donc, du coup, on évite des duplicats, on évite des trous dans les processus, dans l'organisation. On a une agilité, on est capable, on connaît, on a une connaissance, donc on s'adapte plus vite. On a des initiatives stratégiques qui vont plus rapidement grâce aux méthodologies, grâce à une approche systémique et systématique aussi. On va pouvoir mieux s'adapter aux réponses stratégiques que va donner la direction. Côté qualité, on l'a vu, on travaille avec les données, donc on aura une meilleure qualité générale et moins d'inconnus. On peut tracer. Au niveau efficacité, conformité et réseau, on est vraiment dans une collaboration plus globale, hein. On sait collaborer, on est plus transparent avec les fournisseurs, avec les clients, avec les partenaires. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu parce que certains sont peut-être passés déjà comme partenaires. C'est mon cas, j'ai été pendant longtemps dans la partie qualité, gestion de projet chez dans une société de services. Eh bien, on avait cet aspect collaboration avec nos clients et surtout s'assurer que ça fonctionnait. Pour ça, il faut que tout le monde parle le même langage et il faut aussi que tout le monde soit collaboratif et transparent. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. Et ensuite, côté conformité, on va vraiment essayer, par le biais du coup des BPM et d'un centre d'excellence de BPM, de pouvoir s'adapter le mieux possible aux réglementations et donner plus de visibilité. Bien sûr, l'objectif, hein, au-delà de ça, c'est d'avoir un meilleur retour sur investissement et du coup, forcément, une croissance durable, car on le voit en ce moment aussi, hein, malheureusement, sans économie, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est pour la partie métier. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, je peux déjà répondre à une ou deux questions. Et comme ça, après, on avance sur la partie technique. Pas de questions pour le moment. Bon, j'espère que c'est clair. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas aussi. C'est intéressant de pouvoir échanger et d'avoir le point de vue de chacun. Je trouve ça toujours très enrichissant. Alors, c'est bien joli d'avoir des processus métiers qu'on optimise, mais une entreprise, une organisation, ça évolue. Et aussi des projets, ça évolue. Et ça peut aussi se devenir de plus en plus grand. Donc du coup, on a besoin d'optimiser notre plateforme aussi. Parce que sans cette plateforme et sans un bon fonctionnement de cette plateforme, vos utilisateurs vont être d'autant plus frustrés qu'ils ne pourront pas travailler correctement. Alors comment? Alors, si je prends l'exemple de Bonita, on a plusieurs aspects. On a tout d'abord la maintenance de la plateforme de production. Vous vous souvenez, on a mis en production, dans le webinaire précédent, on a déjà préparé la configuration de la plateforme de production pour cette première itération. Et je vous avais déjà donné quelques recommandations liées à la mémoire, au CPU, au type de serveur, à faire attention par rapport à certains points techniques liés notamment au moteur, etc. Donc, maintenant, on est en prod. Donc, celui qui va intervenir aujourd'hui, c'est l'administrateur de processus. Lui, il va superviser les processus. Je vous montrerai après, j'ai quelques écrans sur l'interface un petit peu de supervision. Donc lui, il va superviser les instances en cours et archivées et notamment vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, par exemple, et notamment sur certains aspects comme les paramètres, comme les connecteurs, comme certains points liés à la configuration, on va pouvoir faire des modifications à chaud. Quel est l'intérêt d'une modification à chaud? Bien, une plateforme, quand elle est administrée, si elle est un minimum souple et agile, c'est mieux. Parce que pour des petits problèmes, il vaut mieux pouvoir intervenir rapidement et ensuite, quand on a besoin, pouvoir faire une nouvelle version qui va contenir plusieurs fixes, mais il faut pouvoir intervenir parfois. C'est tout l'intérêt des modifications à chaud. Alors ensuite, on va aussi administrer les applications et les ressources. Ça change tout le temps. On va vouloir rajouter des applications. On va avoir par exemple aussi parfois un changement dans la charte graphique. Donc du coup, il faut changer le layout.
On va avoir des nouveaux utilisateurs, il faut changer l'organisation. Il y a plein de choses comme ça qui doivent se changer. Si on devait refaire une version du processus à chaque fois et repasser par tout le cycle, ce serait vraiment trop long. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'administrateur qui va le faire via le portail. Et enfin, il va pouvoir gérer le contrôle d'accès au Business Data Model, c'est-à-dire récupérer et importer le fichier de contrôle d'accès pour éviter des problèmes de sécurité liés aux données. Donc en gros, c'est un petit peu l'homme de ménage, le gardien de toute la plateforme. Il s'assure que tout fonctionne et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire, parce que il va s'assurer que tout fonctionne, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Alors du coup, la clé par rapport à tout ça, et on va le voir après, ça va être d'automatiser au maximum. Parce que comme tout un chacun, on est tous humains et on peut faire des erreurs. En attendant, quelle est l'interface de monitoring? On a essayé à Bonita de grouper au maximum tout ce que vous pouvez avoir au niveau monitoring pour l'administration. L'objectif étant d'éviter d'avoir plusieurs interfaces. Donc pour l'administration des processus, des organisations, des applications, comme vous pouvez le voir, tout est dans le même interface, les mêmes menus. Et on va vraiment vérifier, par exemple, qu'on n'a pas de cas avec des erreurs, que tout se passe bien, combien on a de cas ouverts, vérifier par processus où est-ce qu'on en est, quelles sont les versions. Donc, en un clin d'œil, on voit tout. Et on peut faire des filtres pour tout modifier. De la même manière, sur les cases ouverts, dans les processus, on va pouvoir faire des actions directement depuis l'interface. Je ne l'ai pas mis là, mais on a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est une vision graphique du diagramme. Et cette vision graphique, elle montre le nombre de cas par tâche. Et par exemple, s'il y a des cas en erreur, ça met en rouge la tâche et en vert les tâches qui fonctionnent correctement. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer l'interface rapidement d'administration. Mais ça, c'est pas tout. Parce qu'il y a l'admin qui va s'occuper des processus, donc c'est le premier niveau. Et après, il y a l'admin qui, lui, va gérer toute la plateforme. Et la surveillance d'un environnement de production est cruciale parce qu'elle va garantir que ce qu'on appelle le runtime, donc l'environnement de production, est correctement dimensionné et ajusté. On le sait très bien, tout évolue. Et du coup, forcément, il y a un moment donné, votre environnement de production, il va devoir s'ajuster et s'adapter au dimensionnement. Donc, cette surveillance, en fait, elle va aider vraiment à dimensionner, ajuster l'environnement de production pour avoir les meilleures performances. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette surveillance. On a le matériel, l'OS, donc utilisation du processeur, utilisation de la mémoire, le disque. On a la possibilité aussi de monitorer les containers. Donc, par exemple, si vous êtes sur Docker, que vous utilisez Docker, vous pouvez regarder les journaux de la JVM, les journaux de Docker. Ensuite, la JVM, on va regarder un peu les threads, on va regarder comment ça se comporte au niveau machine virtuelle. Le serveur d'application, on va surveiller le nombre de pools de connexion à la base de données. C'est très important ça, parce que c'est ce qui va aussi permettre d'avoir une bonne performance. Rappelez-vous, Bonita, le moteur, interagit de façon quasi permanente avec la base de données moteur, enfin processus, et il y a des interactions aussi avec la base de données métier. Donc c'est vraiment important. Justement, parlant de base de données, il faut qu'on vérifie le nombre de connexions, les transactions, la taille de la base de données. Cela va de soi, on en avait déjà parlé, mais et j'imagine que si vous l'utilisez, vous l'avez déjà fait. On conseille vraiment d'utiliser des bases de données transactionnelles pour pouvoir pour utiliser avec Bonita. Par contre, si vous voulez gérer des données en masse, vous pouvez utiliser des bases de données NoSQL à part. Alors, l'application en elle-même, c'est important aussi. On va monitorer le temps de réponse de l'application avec l'utilisateur et forcément la charge. Alors, pour faire ça, Bonita fournit une série de métriques techniques. Elles sont liées à Bonita et vont aider à surveiller la santé de l'environnement d'exécution.
Alors, certaines mesures vont être activées par défaut. On ne peut pas les désactiver. Par contre, on peut en ajouter d'autres en fonction des besoins, comme par exemple le nombre de, de work, enfin, je sais pas comment on dit en français, de work qui sont en cours, qui vous permet de voir un petit peu du coup la charge au niveau des transactions du moteur. Les pending works, la queue, quoi, la queue pour les works, pour voir un petit peu si on a beaucoup de pending works, si on risque d'avoir des timeouts, des choses comme ça. Le nombre de connecteurs et de connecteurs en cours de fonctionnement. Pour information, depuis Bonita 7.9, on a fait un changement au niveau du moteur qui aide beaucoup au niveau des performances, puisque aujourd'hui, il y a un asynchronisme entre les workers et les connecteurs. Donc, pour ceux qui connaissent peu Bonita, comment ça fonctionne? On a du coup ce qu'on appelle des works dans le moteur. Ça va s'ouvrir, ça va faire une transaction et elle va se refermer. Cette transaction, ça peut très bien être l'appel à un connecteur qui, lui, va aller chercher de l'information ailleurs dans le système d'information ou envoyer une information, par exemple un email. Donc, avant, on avait le worker, le pool s'ouvrait, ça attendait que le connecteur ait fait son action et ensuite on attendait la réponse et le worker se terminait. Et ça pouvait parfois provoquer des timeouts et des blocages en fonction des configurations. Aujourd'hui, quand le connecteur va commencer à faire son action, côté moteur, on va continuer à prendre en charge des works de la file d'attente. Et du coup, ça permet d'avoir un asynchronisme et d'éviter des blocages. Donc, ça améliore les performances. En tout cas, une chose importante, c'est que vous devez vraiment réfléchir avant à ce que vous voulez monitorer la charge, vérifier les types de processus et du coup voir à quels endroits il pourrait y avoir des attentes, des problèmes de performance et votre organisation. Et mettez-vous des indicateurs. Alors, pour aller plus loin, on va aller dans la scalabilité. Bonita permet de la scalabilité horizontale et verticale, ce qui aussi apporte en version entreprise la possibilité de faire un cluster actif-actif et donc d'avoir de la haute disponibilité. Mais au-delà de ça, si on parle en général, hors Bonita, dans quel cas on a besoin d'avoir une plateforme qui peut évoluer rapidement, qui est scalable? On sait par définition qu'on est sur un pilote, un premier processus et qu'on va avoir une augmentation des tâches importantes. On sait que la charge de travail varie énormément et qu'on a des pics. C'est le cas, par exemple, dans des processus de type réglementaire avec, je ne sais pas moi, les processus de paye, des choses comme tout ce qui est gouvernemental, les DSN, des choses comme ça, les impôts. C'est des choses où on a des gros pics pendant une certaine période. Une stratégie sur le cloud dont le but est de maintenir la croissance et d'optimiser les coûts ou des changements dans l'organisation générale qui font qu'on peut se retrouver avec des gros changements au nombre d'utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et comme on ne peut pas prévoir l'avenir, alors vous me le direz, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais comme on ne peut pas le faire, il faut absolument pouvoir anticiper au minimum et surtout s'adapter. Donc, on va analyser nos cas d'usage, on va analyser la façon dont on va travailler, on prend le passé et on refait le travail de se dire, OK, on en est là, où on va? Pour comprendre un peu les objectifs globaux et la démarche et les limitations qu'on pourrait trouver. Parce que ça va nous permettre au minimum de gérer les risques et au mieux d'avoir une plateforme qui peut scaler facilement. Le but, c'est bien sûr de garantir la satisfaction des utilisateurs. Alors, pour faire ça, eh bien, il y a une façon d'optimiser totalement, c'est d'avoir du hosting. On le sait tous très bien, il y a énormément de gens aujourd'hui qui commencent à avoir une stratégie cloud. Bonita s'adapte à une stratégie
avec des serveurs physiques on-premise et en cloud, que ce soit AWS, Azure ou même carrément Bonita Cloud, puisque maintenant on a une offre cloud. Quel est l'intérêt d'une offre cloud, quelle qu'elle soit? Eh bien, en fait, si vous savez que vous avez de l'activité très fluctuante, que vous avez des croissances avec des nécessités commerciales parfois difficiles à gérer en interne, que vous avez besoin de diminuer vos coûts parce que bah, ça coûte cher des serveurs, l'air de rien. Avoir un data center, ça a un coût. Il faut assurer la qualité du réseau, etc., etc. Et que vous voulez garantir la sécurité des applications, le cloud, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir activer, désactiver les ressources dont vous avez besoin quasiment en temps réel. Vous allez aussi pouvoir éviter d'avoir une équipe complète qui fait du provisionnement, qui fait de la maintenance. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui externalisent leur maintenance. Ça peut être une autre solution. Là, je vous donne des idées, hein. On est vraiment général. Vous pouvez avoir une approche de déploiement continu, complet, avec des développements d'applications itératifs, rapides et déploiement. Puisque du coup, comment dire, vous échappez à ce besoin de faire la maintenance, d'adapter la plateforme, etc. en parallèle. Le coût est optimisé. Ceux qui connaissent Amazon savent très bien qu'on paye en fonction de l'activation de certaines, moi j'appelle ça des canaux, excusez-moi, c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà. On va avoir une garantie de service qui est garantie par l'hébergement. Ils ont des SLA qui sont forts en général en termes de rapidité de support, d'intervention. Et forcément, beaucoup moins d'investissement initial puisque les serveurs ne sont pas chez vous. Côté sécurité, on peut se demander. Alors, on sait très bien qu'il existe des clouds privés déjà. Donc, il y a des entreprises qui utilisent un cloud en interne pour assurer le maximum de sécurité au niveau de leurs entités. Mais clairement, par exemple, si je prends le cas de Bonitasoft, nous, on collabore avec des experts de cybersécurité pour avoir une amélioration continue de la sécurité de notre produit et de notre infrastructure cloud. Un cloud privé virtuel, ça garantit totalement la confidentialité, la sécurité, ça c'est clair. Mais aussi aujourd'hui, la plupart des fournisseurs d'infrastructures as a service sont associés à de fortes certifications. Et ces certifications garantissent un niveau de sécurité maximal. Alors, pour en revenir en gros, on a vu pas mal de choses quand même. Au niveau des itérations et de l'amélioration en production, qu'est-ce qui est important? Ça, c'est plutôt de la méthodologie globale, pas liée à la plateforme en elle-même, mais plutôt liée à comment vous allez fonctionner au niveau projet. On a vu côté développement comment implémenter le projet de développement avec des méthodes itératives, etc. Et bien, en fait, on va faire un peu pareil en production. On va déjà s'assurer que le cycle de vie de votre projet, avec vos itérations en développement et en production, est adapté au cycle de vie des versions Bonita. J'ai travaillé pendant 5 ans au Customer Success. J'ai vu beaucoup de clients qui, au début, voulaient absolument suivre toutes les versions, notamment toutes les versions mineures. Il faut savoir que chez Bonita, on a 2 versions mineures par an. Moi, je leur conseillais toujours, d'une part, on leur donnait l'information sur la roadmap pour qu'ils puissent avoir de la visibilité. Et j'ai toujours conseillé aux clients de migrer quand ils voient une valeur dans la migration. C'est-à-dire, vous avez une fonctionnalité qui va arriver qui a une valeur migrée et couplez-la à la migration, à une version de votre process pour adapter et si besoin, faire des évolutions si, par exemple, l'amélioration demande de faire un petit changement, par exemple, au niveau du contrat, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est un exemple. Ensuite, faites en sorte d'être toujours cohérent avec les mises à jour côté développement. C'est important. J'ai un client suisse qui a un fonctionnement très standardisé. Il teste dans chaque environnement, développement, intégration, QA, pré-prod et prod, les différentes versions. Et il est toujours à jour, en fait. Il est cohérent. La version de dev, elle va peut-être être plus avancée, c'est toujours la dernière. Mais tant qu'elle n'est pas passée en validation, intégration, il ne passera pas en QA. Et sa QA, sa pré-prod et sa production, en général, sont sur la même version.
Du coup, ça m'amène aussi à vous dire, n'oubliez pas de tester toutes vos mises à jour en pré-production et de tester vos processus en pré-production, voire de les faire tester par des utilisateurs. Parce que si votre environnement de pré-production est ISO-prod, vous assurerez une mise en production avec beaucoup moins de problèmes, avec des utilisateurs qui, du coup, verront la valeur, mais n'auront pas de bug, ou peu, on va dire. On est dans le monde informatique, il y a toujours un petit bug. Ensuite, je vous conseille vraiment de automatiser au maximum. Plus vous automatiserez, premièrement, plus vous pourrez industrialiser, plus vous réduirez le risque d'erreur. Et surtout, ça permettra d'avoir une chaîne, du coup, itérative avec de l'automatisation, de l'intégration continue, d'avoir les outils de test, des outils de versionning, etc. Du coup, par exemple, nous, côté Bonita, on propose Bonita Continuous Delivery qui a tous les outils pour partir depuis la partie collaboration sur les versions jusqu'au déploiement et tout automatisé. J'espère que c'est clair sur cette partie. Je vais du coup conclure notre petit chapitre de cette série avec en gros un peu un résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fini notre process, il est en prod, les utilisateurs le fonctionnent avec. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monitorer pour essayer d'améliorer de façon croissante et régulière. Donc, du coup, pour obtenir cette croissance régulière, on va d'abord identifier les goulots d'étranglement. On va comparer les métriques de succès qu'on avait définies au tout début, avant de commencer le projet, à la réalité, voir les écarts, parler avec les utilisateurs. On va écouter les utilisateurs. Et limite, j'aurais dû le mettre en gros, parce que je pense que c'est un des points les plus importants. Important, itérer pour vous améliorer. On sait très bien qu'on n'a jamais rien réussi en une fois. Donc un process, surtout quand il est complexe, qu'il implique beaucoup d'organisation, c'est un changement. On l'a vu dans le premier épisode de notre série, le changement, ça demande du temps. Le cycle de changement a toujours une phase un petit peu de, pas de rejet, mais on peut avoir des gens qui freinent. Écoutez ces gens, écoutez les utilisateurs enthousiastes, mais écoutez aussi ceux qui vous amènent des critiques. Ça va vous permettre d'améliorer via une seconde ou une troisième itération. En itérant, vous verrez toujours une valeur supplémentaire. C'est très satisfaisant aussi. Automatiser l'implémentation, le déploiement et la maintenance au maximum pour réduire le risque d'erreur et surtout pour éviter une frustration très importante de vos admins quand il y a des problèmes et le temps qu'ils pourraient passer à les résoudre. Voilà, peut-être que j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais j'espère quand même que je vous ai appris 2 ou 3 trucs. On a bientôt terminé cette série et vous aurez du coup toutes les mains avec ces 5 épisodes pour vraiment continuer et essayer d'avoir une approche globale de votre projet. Alors, si je veux résumer un petit peu, je vais reprendre ici un schéma qui a été fait par le BPM CBBOK Guide de la BPMP International, qui est un organisme international sur le process management. En gros, on parle stratégie au début, donc vous voyez la phase 1 qui correspond à peu près à phase 1 et 2, en gros, ça correspond à peu près à mon premier webinaire. C'est l'alignement des stratégies et aussi les changements en termes d'architecture globale. Ça n'a d'importance que si elle peut être exécutée pour créer de la valeur client. C'est ce qu'on disait. Tout ce qu'on va faire comme changement, si ça n'apporte pas de valeur, c'est même pas la peine de les faire. Les processus, ce sont eux qui créent la valeur pour le client. Ces processus sont le support du travail qui est fait par les gens ou automatisé. Mais ces processus amènent de la valeur. De toute façon, finalement, tout est processus dans l'entreprise. La transformation numérique, aujourd'hui, on ne fait que de parler de ça. C'est à la mode. On dit digital transformation en anglais, la transformation numérique. C'est super, tout le monde en parle. On parle de robotisation, on parle d'intelligence artificielle. OK. Mais tout ça, ça doit juste servir quoi? Le parcours client et l'utilisateur, en fait, donc l'humain. Et ça amène au 4e point, qui sont les hommes plus importants que
tout le reste dans une culture qui est centrée sur les processus. Le but, c'est d'optimiser la valeur pour l'humain, donc de lui enlever et d'automatiser tout ce qui n'en a pas. Quand vous suivez le cycle de vie BPM, et c'est pour ça qu'il y a ce webinaire numéro 5, ne vous arrêtez pas à la phase 5, où vous avez fait les changements et vous avez vu que ça marchait. Continuez, faites une deuxième itération, améliorez. Et puis, n'ayez pas peur, hein. Faites-vous plaisir et embrassez le changement. Je sais que c'est pas toujours simple, mais le changement amène que du mieux. Donc, allons-y. C'est ce qu'on essaie de faire tous, par petits pas, chacun chez soi, en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette série va être bientôt proposée également, donc du coup sur YouTube, comme je vous disais. Elle sera aussi proposée à l'écrit. Je vais essayer d'en faire des articles parce que je pense que ça peut être aussi intéressant de partager avec les gens à l'écrit tout ce qu'on a fait. En tout cas, en attendant, maintenant je vous laisse la parole pour 10 minutes de questions ou commentaires. Allez-y. D'accord, je vois c'est assez clair pour pas mal d'entre vous. Est-ce que certains veulent revenir éventuellement sur la partie plateforme, monitoring? Parce que je sais que parfois ça peut être un peu complexe. Quelque chose que j'ai pas précisé d'ailleurs dans la partie monitoring, c'est comment récupérer justement toutes ces métriques qu'on propose au niveau du moteur. Alors attendez, je reviens. Oups, pardon. Je reviens juste 2 minutes en arrière. Ça doit être là. Non, c'est juste après. Voilà. Donc, quand on parle du moteur et que je vous disais que Bonita propose un certain nombre de métriques disponibles, eh bien, en fait, elles sont disponibles directement dans les logs. Donc, dans les logs du moteur. Et vous pouvez aussi accéder à ces métriques via un client JMX. Alors, pour l'édition entreprise, je pense que certains d'entre vous l'ont. On a la possibilité de publier toutes ces métriques avec Prometheus. Donc, je vois qu'on a une question d'ailleurs sur la possibilité de monitorer avec une autre plateforme. Oui, on peut. Il suffit de la connecter avec les API et vous pouvez ensuite monitorer avec la plateforme externe. Et justement, donc, on peut publier avec Prometheus et voir les graphiques de monitoring avec Grafana. Donc, si ça en intéresse certains, ce sont 2 outils qu'utilise d'ailleurs notre équipe R&D et qui fonctionnent vraiment plutôt bien. Moi, je les ai vus en démo. Nagios, oui, on a des clients qui utilisent Nagios pour monitorer effectivement. Je vais noter, si vous voulez, je peux voir si on peut faire un petit blog pour expliquer comment monitorer avec un outil comme Nagios. Alors, selon vos retours clients, y a-t-il une mise à jour importante et quotidienne de leur processus ou la première version est souvent la bonne? La première version est rarement la bonne. Par contre, quotidienne, non. J'irai pas jusque-là quand même. Si c'est bien réfléchi en amont, que du coup vous avez défini. Alors, avec Bonita, vous allez pouvoir définir vos processus opérationnels. Moi, personnellement, je trouve toujours intéressant de pouvoir aussi. Vous pouvez utiliser Bonita, bien sûr, pour faire le mock-up de vos processus avec le studio et les partager avec le métier. Simplement, c'est vraiment j'allais dire bas niveau. On est vraiment sur le BPMN pour pouvoir ensuite les exécuter. Utiliser de l'UML en amont pour pouvoir avoir justement une vision globale de vos processus macro, puis les décliner et demander à vos utilisateurs de donner les endroits où pour eux c'est pas efficace. Ça peut vous aider d'avoir une première version qui fonctionne plutôt bien et ensuite la faire évoluer en mettant des ajustements sur ces processus, en rajoutant un processus, etc. Une bonne pratique sur ça, justement, c'est d'éviter d'avoir un gros processus qui met tout dans un diagramme. On vous conseille d'avoir en général un diagramme par processus et d'utiliser les sous-processus, d'utiliser ce qu'on appelle les call activities qui vont appeler en fait des activités appelantes de processus ou les messages pour en fait avoir des choses qui sont légères à lire.
Ça ne changera rien au niveau fonctionnement, mais ça va vraiment vous aider pour le faire. Ensuite, en termes de mise à jour, je sais que par exemple, j'avais des. Alors peut-être que quelqu'un pourra aussi répondre. Et bah tiens, Denis répond. Ah non, c'est Denis répond à une autre question, mais je le dirai après. Moi, je dirais, il y a des clients qui mettent à jour tous les mois leur processus. J'en connais un, une université. Après, il y en a, ils les mettent à jour très peu souvent. Par contre, pas tous les jours. C'est pas du tout. S'il y a une mise à jour tous les jours, c'est qu'il y a un problème sur le design du processus. Donc, Denis disait que chez son client, c'est monitoré par les processus Bonita avec les sondes Centréon. Voilà. Exactement. UML pour avoir une vision synthétique et pouvoir la partager facilement avec les utilisateurs métiers et le BPM2 pour affiner et vérifier avec eux. Quelque chose que j'ai montré dans le chapitre 3 de cette série, et je vous invite du coup à aller voir, c'est la collaboration avec le métier sur tout ça, sur le design du processus, et notamment le fait d'utiliser des couleurs, d'utiliser des descriptions, ça aide beaucoup. Écoutez, il est 59, donc je vous propose que on arrête là, sauf s'il reste une question. Je peux encore prendre une dernière question si vous voulez. Pardon, ça c'était mes backup slides si jamais vous aviez d'autres questions sur la scalabilité par exemple. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, vous voyez ici, vous avez le lien vers la série YouTube. J'espère que vous pouvez cliquer dessus si vous le souhaitez. Je vous remercie énormément. Suite à cette présentation, vous allez avoir un petit sondage parce que ça nous aide à nous améliorer et à moi notamment pour faire des webinaires toujours plus intéressants pour vous, c'est-à-dire qui répondent à vos besoins et aussi interactifs, c'est le but. Donc n'hésitez pas à y répondre. Je vous souhaite à tous bon appétit et je vous remercie et à bientôt. Au revoir.